we need to gather more people in the room because now we are talking also about another revolution. So I welcome on stage Patrick Robin because digital revolution is also happening in the banking system. So please, Céline Lazorte. Céline Lazorte, CEO and founder of Litchi, and Roland Lemoine, CEO of Crédit Mutuel Arkea. Very innovative banking. So the stage is yours, Patrick. Merci, bonjour à tous. Just before I introduce our two speakers, I would like just to say a few words to special guest of my friend Jérôme Leca. I speak about 6 or 7 American VC, and I'm very happy, and I would thank them to be there today to France Digital Day, and apologize for taxi strike, apologize for train strike. I would like just you don't speak about this affair when you'll be back in your country, please, and don't tell about my English, please. Alors, nous allons parler de transition digitale dans l'univers de la banque. Ça fait maintenant quand même 20-25 ans que l'Internet tend à supprimer les intermédiaires, ou en tout cas à favoriser l'émergence d'autres acteurs, d'alternatives à ces intermédiaires. Les banques, finalement, c'est jamais que des intermédiaires, donc il n'y a pas tellement de raisons que les banques échappent effectivement à la fin de ce monopole et en tout cas à l'émergence de ce type de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants. Par rapport à ça, il faut bien voir que tous les nouveaux entrants auxquels on a pu assister dernièrement ont plutôt un crédit de sympathie et sont plutôt extrêmement bien accueillis par l'ensemble du public. Alors il faut dire que les banques n'ont pas toujours extrêmement bonne presse, donc ça favorise ce climat de sympathie. Depuis 2008, on ne va pas dire que les choses se sont arrangées. On est d'accord jusque-là? On est d'accord. Et puis, pour clore un petit peu le paysage, il y a également depuis quelques années l'émergence des crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, qui là aussi va peut-être remettre en question certaines prérogatives des banques, et certains de leurs privilèges. Alors, en parlant justement de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs et de la fin peut-être d'un certain monopole, notre ministre Arnaud Montebourg, qui nous a fait le plaisir, l'honneur d'être hier soir parmi nous pour la fête, l'apéritif, on va dire, de lancement du France Digital Day, nous a rappelé qu'avec le gouvernement, il venait justement, il y a à peine 15 jours, de mettre fin à une partie de ce monopole, avec notamment la nouvelle réglementation autour du crowdfunding. Et je dois rappeler qu'aujourd'hui, grâce à Arnaud Montebourg, à Fleur Pellerin, à Axel Lemaire aujourd'hui, nous avons une des législations autour du crowdfunding la plus innovante, pas en Europe, dans le monde. Et il nous a également promis que le décret d'application serait publié avant le 14 juillet. Donc c'est une bonne nouvelle. Et forcément, ça nous conduit à poser en fait une question évidente. C'est est-ce que finalement les banques traditionnelles vont disparaître ou est-ce qu'elles vont devoir se réinventer? Alors pour répondre à plein d'autres questions, on a la chance d'avoir 2 banquiers atypiques avec nous, que vous connaissez parce qu'ils sont des fidèles de France Digital. Alors j'ai à ma gauche une amoureuse, on va dire, des fruits exotiques, hein, avec, vous connaissez tous Litchi, la célèbre cagnotte, et puis maintenant MangoPay, qui est une solution de paiement dédiée aux places de marché, dédiée au crowdfunding, justement. Et Céline Lazorte, d'ailleurs, ne le dit pas trop, mais c'est elle qui a inspiré le tube de Stromae, Papa Youté. Et non, mais ça, je voulais la faire absolument. C'est Pierre Reboul qui m'a dit il faut absolument que tu la fasses. Tout le monde connaît Pierre Reboul, le président de l'EBG, j'en suis sûr. Et puis Ronan Lemoine, qui est un breton banquier entrepreneur. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire en tout cas, mais qui plus sérieusement est surtout le directeur général du groupe Crédit Mutuel Arkea. Alors Céline, donc avec Litchi et maintenant MangoPay, tu es justement une sorte de trublion.
tu fais partie de ces nouveaux entrants qui viennent bousculer un petit peu le paysage des banques. Donc, est-ce que les banques, finalement, vont disparaître? Est-ce qu'elles vont devoir se réinventer? Toi, tu as commencé, en tout cas. Merci Patrick. Oui, effectivement, quand j'ai démarré Litchi, surtout ce qui est drôle, c'est que moi, je n'imaginais pas 2 secondes que je faisais de la banque. Donc, c'est probablement comme ça que ça a commencé. C'est sans savoir que je faisais de la banque. En fait, j'essayais à ma petite échelle de changer quelque chose. Alors, je pense que Ronan sera plus à même que moi de parler de l'univers et de l'histoire de la banque, mais je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants aujourd'hui qui par la compréhension d'un besoin, que ce soit pour Litchi, la logique de vouloir collecter de l'argent à plusieurs, ou MangoPay, se dire aujourd'hui on a des émergences de plateformes de crowdfunding, de places de marché qui ont besoin d'une solution de paiement dédiée. Donc par ces besoins-là, finalement, effectivement, on vient un peu dans l'univers de la banque et on vient prendre la relation client, offrir du service. Alors il se trouve que dans notre industrie, pour pouvoir faire ces métiers-là, il faut être établissement bancaire et il faut travailler avec une banque. Donc on est partenaire avec les banques, mais on vient un petit peu prendre la relation et offrir des nouveaux services et les voir de façon très différente et très SaaS. Chez nous, il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas de... Voilà. Alors, juste, tu as abordé, je donne la parole à Ronan tout de suite après, tu viens d'aborder un sujet pour moi qui est stratégique, fondamental, c'est que c'est un des rares domaines, la banque finalement, où les disrupteurs sont obligés finalement eux-mêmes de se fondre un petit peu dans le système existant pour essayer peut-être de disrupter de l'intérieur, hein, tellement la réglementation est forte. Donc c'est quand même une particularité qui fait que la transition digitale dans le milieu bancaire est peut-être pas si facile que ça. Ronan, est-ce que les banques vont disparaître? Est-ce qu'elles doivent se réinventer? Alors, je pense peut-être, Patrick, ce qu'il faut dire en amont, c'est que rappeler ce que c'est qu'une banque à la base. C'est super important, je pense, de se rappeler qu'une banque à la base, c'est un établissement qui collecte de l'épargne et qui, avec cette épargne, prête à d'autres. Je le dis parce que peut-être, pour faire écho à ce que tu évoquais tout à l'heure, peut-être qu'en 2008 ou pendant la crise, on va dire, des années 2010, certaines banques avaient oublié que finalement leur rôle d'acteur économique, c'est de là pour collecter de l'argent et mettre cet argent à disposition d'autres, finalement pour qu'elles puissent financer des projets, qu'ils soient personnels ou d'entreprise. En somme, quelque part, la cagnotte de Litchi, si je fais un petit parallèle, c'est un peu ça, dans une version plus ludique. Je mets de l'argent sur une cagnotte et il sert à d'autres. Donc à la base, c'est ça une banque. Alors maintenant, pour répondre typiquement à ta question, est-ce que les banques vont disparaître, devoir se réinventer? Je pense que celles qui ne se réinventeront pas disparaîtront. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les banquiers font face à 2-3 grands défis majeurs. Le premier que vous connaissez tous beaucoup plus que moi, c'est la révolution quelque part du pouvoir repris par le consommateur. Mais ça, vous savez, dans le milieu bancaire, c'est quelque chose qui est totalement bouleversant. Pourquoi? Parce que le banquier, c'est le seul, jusqu'à il y a peu de temps, qui, avec les nounous, a la possibilité de réguler l'offre et la demande. Une nounou, elle a trop de demandes, elle ne prend pas d'enfants. Un banquier, il a le pouvoir de refuser de faire un crédit. C'est bête ce que je dis, mais ça inverse la relation entre le commerçant que nous sommes finalement et le client qui, lui, est en droit d'attendre beaucoup de choses. Donc, cette relation-là est en train de redevenir plus saine. Le client reprend le pouvoir. Deuxièmement, les marges des banquiers commencent tout doucement à baisser, et même très rapidement, sous l'effet conjugué de la concurrence, des nouveaux acteurs, sur l'effet également de la réglementation qui fait pression sur les marges, de sorte que cette réaction normale d'un acteur qui avait des marges confortables et qui ne se bougeait pas de trop, c'est une réaction qui n'est plus pérenne. Donc il va falloir se bouger et trouver de la marge ailleurs. Donc ça veut dire que demain, pour se réinventer, il faut être capable de trouver des modèles qui soient des modèles où on fasse plus fonctionner la coopération entre différents types d'acteurs, bancaires et d'autres écosystèmes, comme l'écosystème du numérique par exemple. Et est-ce que ça peut expliquer le fait que Arkea, Crédit Mutuel accompagne Prêt d'Union par exemple? Est-ce que ça correspond, il marche bien celui-là ou pas? Est-ce que ça correspond aussi à une modification du comportement des consommateurs, à d'autres attentes des consommateurs qui veulent redonner du sens à leur consommation? Est-ce que ça, on le constate également dans la consommation de services bancaires? Et ça vous concerne vraiment tous les deux? Alors ça, oui, on le voit. Prêt d'Union, c'est l'exemple, j'ai envie de dire presque caricatural, de la plateforme pas bancaire, mais de prêt intermédiaire qui effectivement collecte de l'épargne et prête. Donc c'est le métier de banquier originel quelque part. Pour nous, l'intérêt, au-delà du côté clin d'œil avec notre modèle coopératif, c'est aussi l'intérêt d'être sur un modèle qui a forcément de l'avenir, donc on veut prendre pied dedans. Par ailleurs, tu as raison de souligner qu'aujourd'hui, et c'est aussi dans le prolongement de la crise de la fin des années 2000, les gens sont plus à la recherche de sens dans ce qu'ils font en termes d'épargne. Alors,
Ça peut être ce qu'on vient de dire avec Prêt d'Union, ça peut être l'ISR, l'investissement socialement responsable, ça peut être l'épargne solidaire, ça peut être la volonté effectivement de participer à des projets via du crowdfunding qui ne sont pas uniquement des projets où je cherche du TRI, mais aussi du sens à l'argent que j'investis. Donc oui, il y a cette quête de sens, et oui, les banques, forcément, dans ce jeu-là, ont un rôle à jouer important. Oui, effectivement, je suis bien d'accord avec ça. Dans Litchi, à mon avis, un des succès, ça a été que les gens n'avaient pas l'impression d'utiliser un service bancaire. Ils avaient l'impression d'utiliser un service qui les rapprochait de leurs amis, qui leur permettait de faciliter la relation avec leur communauté, mais à aucun moment d'avoir un service bancaire. Et d'ailleurs, quelques mois et quelques années après que Litchi se soit lancé, hormis Crédit Mutuel Arcade, toutes les banques, ou à peu près toutes les banques, ont lancé un service de cagnotte en ligne, des acteurs aussi comme PayPal, et finalement n'ont pas réussi, probablement parce qu'on a une image d'un service bancaire qui n'est pas une image de « ah, je fais un truc entre amis, un truc fun, simple, et plutôt, mon banquier, il essaye de me coller de la cagnotte pour me taper un peu d'argent ». Enfin, je pense qu'il y a un peu ce côté-là, et c'était très important pour nous de ne pas être un service financier. On n'est pas un service financier, on est un service communautaire, et on apporte un service financier. Est-ce que l'émergence justement des plateformes de crowdfunding en matière justement de financement de start-up n'est pas une sorte de constat d'échec de ce qu'on peut attendre des banques pour favoriser l'entrepreneuriat? Alors, à date, je pense que tu as fondamentalement raison. C'est-à-dire que les banquiers sont très peu présents sur le gap de liquidité qu'on trouve au tout début des projets, en fait. Pourquoi? Parce que, notamment, et nous, on travaille beaucoup cette dimension, il faut, au-delà de l'expertise financière, une expertise métier. Il faut être affine avec les modèles du numérique qui sont objectivement assez différents des modèles de l'économie classique sur lesquels nous sommes amenés, nous, à juger de la qualité intrinsèque des dossiers. Donc, nous, on met en place des équipes dédiées pour ça, capables d'accompagner des projets comme Litchi, comme d'autres, comme Prêt d'Union, capables également de lancer une banque en ligne parce qu'on a besoin ainsi de faire des choses un peu nouvelles. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, sur cette première partie de la vie des sociétés, notamment numériques, un problème qu'il faut combler. Et le crowdfunding, pour ça, c'est une bonne chose. Je ne désespère pas, et nous, on y travaille beaucoup, que les banquiers reviennent vers ce genre d'investissement. Nous, on le fait en fonds propres. Tu parlais Prêt d'Union tout à l'heure. On a d'autres exemples sur lesquels on a investi ces dernières années en direct ou en indirect. On a également investi dans Isaïe, par exemple, histoire de dire qu'on est présent également assez tôt, là, par procuration. Donc on essaie d'y aller en fonds propres, on essaie d'y aller en crédit également, parce que je pense que ça fait partie du rôle des banquiers d'être présents à ce stade de développement. Mais il faut bien avoir en tête que ça suppose, et ça supposera dans l'environnement bancaire, un changement profond, y compris des savoir-faire. Nous, on a des équipes sur Paris notamment qui sont dédiées à ce genre d'économie, à l'économie numérique, et qui maîtrisent maintenant ces modèles de telle sorte qu'on puisse apporter une vraie expertise et un vrai savoir-faire au moment où vous financez. Pour autant, et je pense que le crowdfunding, c'est très bien, et plus il y aura d'acteurs à financer l'économie numérique, mieux ce sera. Est-ce que c'est un problème structurel ou c'est un problème de formation des équipes? Est-ce que si demain on avait des banquiers qui comprennent un petit peu mieux, et des politiques qui comprennent un petit peu mieux le monde des startups, est-ce qu'on aurait des banques qui auraient plus d'appétence pour financer l'entrepreneuriat? Moi, la base de tout, quelque part, il en va de la banque comme de vos projets que vous menez. Le business plan, c'est une belle chose, les chiffres. La meilleure des choses, c'est de comprendre le modèle sous-jacent. Or, c'est vrai que ce sont des modèles très, très différents. Quand vous devez financer une start-up, en fonds propres, en equity ou en dette, bien souvent, vous posez la question en tant que réflexe bancaire classique de où sont mes garanties, comment je back mon risque. Un réflexe assez classique du banquier, naturel d'ailleurs. Mais dans ces économies que vous connaissez par cœur, bien souvent, ça n'est pas possible de prendre des garanties, j'ai envie de dire, normales. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut former, il faut être présent. On est présent d'ailleurs aujourd'hui, comme on l'était l'année dernière, et on l'est de plus en plus dans les manifestations dédiées à l'économie numérique pour comprendre les modèles sous-jacents. Et quand on comprend les modèles sous-jacents, on est beaucoup plus à l'aise ensuite pour financer. Donc oui, je pense que la clé de voûte de tout ça, c'est de comprendre d'abord les business models. Alors Céline, est-ce que finalement les futurs concurrents et disrupteurs des services bancaires, ce n'est pas encore une fois les fameuses GAFA, c'est-à-dire les Google, Apple, Amazon, etc., qui quand même s'intéressent de plus en plus de très près aux flux financiers, au cash, et est-ce que finalement ce ne sont pas eux demain le véritable risque? Oui, je pense qu'effectivement, encore une fois, pour moi, ils intermédient la relation, donc ils vont jusqu'au bout. C'est le cas d'Amazon avec
Amazon Payment ou Amazon Checkout, quand vous achetez un produit sur Amazon, vous enregistrez votre carte bleue, elle y est, et puis ensuite tout se fait en un clic. En fait, on n'a même plus conscience du paiement, donc c'est pour moi assez logique que ces méga entreprises aillent sur ce secteur, puisqu'elles vont vouloir donner du service et donner de l'expérience utilisateur. Amazon est un des premiers d'ailleurs en Europe à avoir été établissement de monnaie électronique, ce qui est aussi le cas de MangoPay. Donc quelque part, ils ont ouvert les portes à des entreprises complètement numériques et qui venaient disrupter. Donc on n'est pas des banques, mais on intègre un métier bancaire. Donc ils ont complètement ouvert les portes. PayPal était le précurseur. Alors je pense que PayPal a aussi beaucoup évolué. Il y a eu le rachat de Braintree qui, de mon point de vue, était très stratégique, puisque finalement PayPal s'était un peu bancarisé pour moi, était un peu resté sur ses acquis de méga service de paiement global et avec moins d'innovation. Donc on voit encore que même déjà ces entreprises qui ont une petite dizaine d'années, si elles n'innovent pas, elles peuvent passer à côté de raz-de-marée comme Braintree, Stripe ou je l'espère MangoPay. Voilà. Et puis effectivement, je pense que aussi dans le cadre de Facebook, il y a une logique e-commerce. Voilà, la transition de David Marcus de PayPal à Facebook n'est pas sans sens. Alors, ils ne vont pas réinventer la banque, mais à mon avis, ils vont intégrer du service de paiement et la possibilité d'acheter directement voilà, dans ton chat, dans un échange de produits, etc. Ronan, est-ce que les GAFA sont un futur concurrent pour vous? Je pense que oui. Moi, j'ai une conviction assez forte, c'est que finalement, le moyen de paiement, au sens premier du terme, ça va devenir une commodité. C'est-à-dire que si je vais dans la sphère réelle, la carte bancaire, c'est une commodité demain, le compte courant, c'est une commodité. Le vrai sujet, ce que disait Céline à l'instant, c'est la maîtrise du parcours client. Et la maîtrise du parcours client, effectivement, par ces acteurs nouveaux, légitimes à bien des égards sur le web, s'ils rajoutent la brique de paiement, ce sont vraiment des acteurs potentiellement forts vis-à-vis des banques. Les banques, d'ailleurs, qui doivent faire leur autocritique, parce que pendant des années, de nombreuses années, elles ont eu finalement l'accès à l'ensemble du process par lequel passent les clients lorsqu'ils sont amenés à faire des achats, y compris sur le web, et n'ont pas su l'exploiter suffisamment tôt. Donc quelque part, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que la pression qu'on connaît aujourd'hui nous-mêmes dans nos modèles de rentabilité fait qu'on va, à mon avis, rattraper une bonne partie de notre retard. Mais il ne faut pas se tromper, je pense que la solution en tant que telle, c'est une commodité, la solution de paiement. Le vrai enjeu, c'est la maîtrise du parcours client. Et pour ce faire, il est sûr que, et je ne vous surprendrai pas, les acteurs que tu évoquais, les GAFA, ont une longueur d'avance par rapport aux banquiers classiques que nous sommes, même si on se soigne. C'est clair, c'est clair. Alors, j'ai une question dans la salle qui me dit, en fait, peut-on faire cette table ronde disruptive banking sans aborder le phénomène Bitcoin? Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que ça fait partie justement de cette transition digitale. Et on ne parle pas que de la crypto-monnaie, mais on parle également du protocole Bitcoin. Bitcoin, c'est accueilli comment dans les cercles bancaires? Forcément. Alors moi, j'ai une conviction personnelle sur Bitcoin. Je vais la livrer juste après, mais ça, c'est un avis très personnel. D'ailleurs, je trouve que les derniers événements de ces dernières semaines, les derniers mois, en tout cas à date, vont plutôt dans le sens de ce que j'évoquais. Je crois que le fait d'aller sur une monnaie nouvelle, c'est un vrai sujet. La preuve, il y a eu un engouement très très fort, un cours qui a monté très très fortement et des envies des uns des autres de se mettre sur ce sujet. Je pense malgré tout que la monnaie, c'est sans doute un des actifs qui repose le plus sur la confiance. La monnaie, pour qu'elle marche, pour qu'elle soit échangée de manière fluide, il faut qu'elle soit échangée sur la base d'une confiance réelle et donc d'une espèce de visibilité qu'on va avoir sur non pas le cours, parce que le cours n'est jamais visible à 100%, mais sur le fait qu'il n'y ait pas d'accident sur le cours lié à des événements qui sont extra, on va dire, business. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas c'est un avis personnel, Bitcoin n'a pas démontré encore sa capacité à être une monnaie qui apporte la réassurance nécessaire pour qu'elle puisse être échangée assez librement. Si je puis me permettre sur ce sujet, les monnaies traditionnelles sont soumises aux aléas politiques, aux aléas climatiques, aux aléas économiques, donc ils sont soumis à plein d'aléas extérieurs. C'est vrai, mais en même temps, tu as autour des monnaies classiques tout un ensemble de systèmes que l'on respecte ou pas, qui viennent justement la réguler, la stabiliser par la politique monétaire notamment. Je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée. Je dis simplement qu'à mon sens, sur ces nouvelles monnaies qui émergent, Bitcoin en fait partie, il manque un ingrédient aujourd'hui qui est hyper important. Et encore une fois, c'est dans une critique positive. C'est la confiance qui fait qu'effectivement, demain, on serait capable d'en faire quelque chose de concurrentiel par rapport aux monnaies plus classiques. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire que ça n'est pas encore totalement démontré. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on n'a pas le temps, il nous reste 1 minute 30. Une question quand même pour revenir aux startups, parce que je pense qu'il y a beaucoup de startups dans la salle. Si je dois faire financer ma startup, est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller voir ma banque? Vous pouvez venir nous voir, déjà, c'est pas mal.
c'est une bonne chose. Non, blague à part. Je pense que oui. Alors, simplement, je pense qu'il y a un point qui est très très important. Il faut que vous ayez en tête. Ça rejoint le point évoqué tout à l'heure. Et bon, avec Céline, on se connaît bien. On a eu une proximité avec son business dans moi-même et les équipes au-delà qui fait qu'aujourd'hui c'est facile. Mais il faut que les équipes de votre banquier connaissent bien votre business model. Dites-vous que quand vous allez le voir, il faut que vous lui appreniez les choses de A à Z peut-être, parce que pour lui, c'est pas naturel, et que le réflexe normal va plutôt être de dire non, parce que comme il appréhendra pas toutes les zones de risque liées à votre dossier, il va être réticent. Si vous passez le temps nécessaire, si lui, effectivement, en face, c'est aussi important, fait preuve de l'empathie qui va bien et de l'écoute qui va bien, je pense qu'assez vite, c'est pas 2-3 jours après la mise en relation, mais dans les mois, dans les années qui suivent la mise en relation, partant peut-être d'autres types de prestations, bancaires classiques, vous pourrez être amené à être financé par votre banquier en equity, peut-être en dette, parce qu'il aura bien compris le business model. Nous, on a des expériences récentes qui démontrent que c'est possible, mais là aussi, la confiance, c'est important, et la confiance mutuelle. Et ça se travaille. D'où Crédit Mutuel. Juste Céline, pour terminer, parce qu'il nous reste quelques secondes. Non, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur... Quel conseil voilà, tu peux donner à des entrepreneurs? L'argent n'a pas la même valeur au même moment. Enfin, c'est assez basique ce que je dis, mais l'argent qu'on va aller chercher sur une plateforme de crowdfunding, et je trouve que c'est extraordinaire, parce que ça permet de tester son produit sur le marché. C'est-à-dire que si j'arrive pas à lever d'argent sur quelle que soit la plateforme de crowdfunding, c'est qu'a priori, il y a un problème dans mon produit. Donc ça, c'est une première valeur qu'a cet argent-là. Je crois que l'argent des VC et l'argent de l'equity a aussi la valeur du réseau, la valeur d'apporter de la connaissance, de la compétence. Et l'argent du banquier, la dette, va plutôt, de mon point de vue, financer une exploitation, un BFR. Voilà. Donc, en fonction du stade de développement de son projet et de l'entreprise, il y a des solutions de financement qui existent. Et le crowdfunding, notamment, aide au démarrage. Et j'encourage tous les entrepreneurs à démarrer leur projet via une plateforme de crowdfunding. Ok, on va terminer là-dessus. Je vous demande d'applaudir Ronan et Céline. Merci.